Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale du diabète pour ce live. Le titre de ce live va être focalisé sur la prise en charge du diabète de type 1, un défi au quotidien. Alors j'ai la chance d'être entouré de personnes bien connues dans le domaine du diabète. Tout d'abord, deux universitaires de notre université et de l'UFR3S pour Unité de formation et de recherche en sciences de santé et du sport. Tout d'abord, le professeur Anne Vanberg, diabétologue au CHU de Lille et membre également de l'équipe de recherche génomique fonctionnelle et physiologie moléculaire du diabète et des pathologies associées. Le professeur Elsa Eman, de la même UFR, de notre université, mais membre de la faculté des sciences du sport et de l'éducation physique. Enfin, nous sommes ravis d'accueillir également, parce que la voix des patients, c'est toujours le plus important, n'est-ce pas, Monsieur Jean-Yves Rapp, qui est vice-président de l'antenne du Dunkerquois de la Société française du diabète. Voilà, merci. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole au professeur Vanberg avec un premier thème focalisé sur les progrès technologiques dans la prise en charge du diabète de type 1. Merci Anne. Merci beaucoup. Donc, c'est effectivement un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un petit peu des progrès technologiques dans le diabète de type 1. Et vous verrez que c'est quelque chose qui est extraordinaire puisqu'on vit une véritable révolution. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si en majeure partie, on parle très souvent du diabète de type 2, le diabète de type 1, ça représente un nombre non négligeable de patients, puisque vous voyez qu'à peu près, c'est 200 000 patients en France, et ça représente à peu près 10 à 15% des diabétiques. Et vous voyez que finalement, c'est autant un homme qu'une femme. Et sur la carte de France, vous pouvez voir le diabète de l'enfant, et on voit très bien les taux d'incidence chez les enfants, et vous voyez qu'en haut, tout ce qui est bleu foncé, c'est là où les taux d'incidence sont les plus élevés. Vous voyez qu'en Hauts-de-France, on est à 19,7 et en PACA, on est à 21. Alors, on sait depuis très longtemps qu'il y a un gradient nord-sud. Il y a beaucoup plus de diabète de type 1 dans les pays nordiques, la Norvège, la Finlande, la Suède. Donc, finalement, c'est assez cohérent qu'il y en ait un peu plus dans le nord de la France. Mais pour des raisons de migration de population, il y en a également, notamment dans des pays, dans des régions comme les PACA. Alors, je ne peux pas faire ce live sans vous parler quand même des circonstances de découverte du diabète de type 1. Vraiment, il faut y penser parce que c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. On aura l'expertise de notre collègue, M. Rapp, qui nous parlera un petit peu de la découverte. Mais vraiment, il faut y penser chez un adulte jeune qui va parfaitement bien. Ça peut être un enfant, un adolescent, un jeune adulte, pour lequel il y aura des signes. Et dans ce cas-là, il faut vraiment penser au diabète. Il y a encore des situations où le diagnostic n'est pas posé immédiatement. C'est le syndrome polyuropolydipsique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va boire beaucoup, on va avoir soif en permanence et on va se lever la nuit pour aller aux toilettes. On va maigrir alors qu'on a vraiment une faim de loup. On va vraiment toujours avoir faim et on va maigrir. Et enfin, dans des situations très particulières, on peut se retrouver aux urgences dans ce qu'on appelle le coma acidocétosique inaugural, et c'est souvent quelque chose qui se présente comme une banale gastro-entérite. Donc, devant tout syndrome polyuropolydipsique, devant tout amaigrissement, pensez au diabète, puisque finalement, c'est une urgence métabolique. Et dans ce cas-là, la prise en charge doit être faite par un diabétologue. Alors, en ce qui concerne les objectifs, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux diabétologues, aux diabétiques de type 1? Parce que vous savez qu'il faut essayer d'être en normoglycémie. Alors, il y a une révolution parce qu'on parle aujourd'hui de temps dans la cible. Quelle est la cible que l'on s'est fixée? Du temps en hyperglycémie ou du temps en hypoglycémie. Et vous voyez que sur la première petite colonne, on sait maintenant que le temps dans la cible, on doit être au moins à plus de 70% dans la cible, moins de 30% en hyperglycémie et peu d'hypoglycémie. Donc ça, c'est vraiment l'objectif à atteindre. Pourquoi? Pour réduire les complications à long terme du diabète, puisqu'on sait que le diabète va être associé à des complications cardiovasculaires, des complications ophtalmologiques, néphrologiques, etc., etc. Alors, le traitement du diabète de type 1.
Finalement, pourquoi on est diabétique de type 1 ? On est diabétique de type 1 parce que notre pancréas, qui va contenir des cellules bêta de Langerhans, doit sécréter une hormone qui est l'insuline. L'insuline a pour objectif de diminuer le taux de sucre. Et finalement, on devient diabétique de type 1 quand on a plus de 90% de ces cellules qui sont détruites. Donc finalement, c'est assez simple. On raisonne, on se dit, on n'a plus d'insuline pour faire baisser le taux de sucre, donc il faut nous apporter une insulinothérapie qui va être exogène. Alors, il faut savoir qu'on a besoin d'insuline pour vivre et qu'on a besoin d'insuline pour manger. Donc, le diabétique de type 1 ne peut jamais, jamais, jamais arrêter son insuline. Alors, il va faire une insuline basale, donc qui est l'insuline même lorsqu'il reste à jeun, et lorsqu'il va manger, il va faire des injections d'insuline pour diminuer le taux de sucre après le repas. Donc, quand on regarde un petit peu cette diapo, c'était le quotidien des diabétiques de type 1, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de l'insuline rapide ou voire de l'insuline ultra rapide avant les repas et de l'insuline lente au coucher. Donc, c'était 5 à 6 injections d'insuline par jour et vous voyez comment, sur le schéma, comment on représente un stylo d'insuline. Donc, ça, c'est le quotidien et c'est une maladie chronique. Donc, à partir du moment où le diagnostic de diabète de type 1 est posé, l'insulinothérapie est définitive à vie et il n'y a pas question d'aller proposer d'autres stratégies thérapeutiques et surtout pas d'autres médicaments. Alors, quand on regarde un petit peu cette insulinothérapie, elle pouvait être proposée soit en stylo, ce qui était la majeure partie, et depuis un certain temps maintenant, on avait ce qu'on appelle des pompes ambulatoires sous-cutanées d'insuline. Donc ça, c'est un petit schéma qui va vous représenter une pompe. Vous voyez qu'il y a un petit fil avec un cathéter qui était en sous-cutané. Il y a un réservoir et on mettait de l'insuline. Et dans cette petite pompe, on allait programmer une insulinothérapie. Par exemple, on disait de telle heure à telle heure, de minuit à 3 heures du matin, on a besoin de 2 unités heure. De 3 heures du matin à 8 heures, on a besoin de 4 unités heure, etc., etc. Et donc, c'était le diabétologue qui allait montrer un petit peu et éduquer ce patient à la pompe à insuline. Et finalement, en France, on était très en retard par rapport à d'autres pays, mais c'était soit la multi-injection, soit la pompe sous-cutanée d'insuline. Donc, on avait un certain nombre de patients diabétiques de type 1 qui étaient soit sous ce schéma-là, ou soit sous la pompe ambulatoire. Donc ça, c'était notre quotidien depuis très longtemps maintenant. En ce qui concerne la prise en charge et surtout la surveillance, il y a eu 30 ans d'évolution technologique. Parce que, bien sûr, à partir du moment où vous allez apporter une insulinothérapie, vous allez devoir surveiller le taux de sucre. Et vous voyez sur le petit schéma les premiers lecteurs glycémiques, qui étaient quand même extrêmement importants, qui étaient gros, pour lequel, de façon systématique, le diabétique de type 1, on lui demandait de faire une glycémie capillaire, donc avec un petit peu de sang au bout du doigt, avec un petit autopiqueur, avant le repas et 2 heures après les repas, plus une au coucher, ce qui faisait à peu près 6 glycémies capillaires par jour, ce qui n'est pas évident quand on est un adolescent de 15 ans de sortir son lecteur glycémique et de faire la glycémie comme ça en cours devant ses copains. Donc vous voyez qu'il y a eu des progrès et on était arrivé à cette situation où finalement c'était quand même pas très satisfaisant puisque finalement on sait qu'il y avait des nouveautés qui pouvaient essayer d'améliorer les choses. Alors, la première nouveauté, et ça c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est que finalement, nous n'avons plus forcément besoin maintenant de faire le contrôle de la glycémie, mais on a ce qu'on appelle des capteurs de mesure de glucose en continu. Donc ce sont des capteurs que l'on peut mettre, vous voyez un des qui est très fortement utilisé, c'est le Freestyle Libre. Il y a un petit cathéter, un petit capteur que l'on va mettre au bras, sans cathéter, et finalement, ça sera comme lorsqu'on va au supermarché. On va prendre soit un appareil, soit son téléphone portable, et on va se badger. On va se badger et sur ce petit système, soit le téléphone, soit ce système, on aura notre glycémie capillaire. Donc ça déjà, c'est une vraie révolution pour le diabète de type 1, puisque finalement, le patient peut faire autant de mesures de glucose continue, ce n'est pas ce qu'on lui demande, mais quand il est inquiet, quand il a peur de se retrouver dans une situation où il va être en hypoglycémie, quand il va faire du sport, quand il est dans une réunion de travail, etc., à tout moment, il peut vérifier son taux de glucose, qui est certes du glucose interstitiel, ce qui est en interstitiel et pas tout à fait comme en sous-cutané, mais on a éduqué les patients à interpréter la donnée que va donner le lecteur.
Alors là, vous en voyez donc aujourd'hui un tout diabétique de type 1. Alors le schéma qui est barré, c'est le lecteur. Vous voyez, il y en a vraiment très très peu. Moi, j'ai vraiment très très peu de patients qui ont un lecteur maintenant. Ils ont tous un capteur de glucose. Alors exceptionnellement, on peut avoir une allergie à la colle du capteur, mais c'est quand même extrêmement rare. Et vous voyez que par exemple sur ces systèmes, c'est comme des petits téléphones portables. Les patients peuvent regarder en continu leur taux de sucre. Donc ça, c'est une vraie sécurité. Quand on interroge les patients, c'est une vraie sécurité pour eux. Alors, vous voyez, donc comment on interprète? Avant, les patients venaient nous voir, ils avaient un carnet de glycémique où c'était écrit la vraie vie, les glycémies, parfois un petit peu taché de sang, enfin, etc., etc. Maintenant, c'est terminé, il n'y a plus de carnet. Donc, vous voyez qu'à partir de ces données de mesure continue de glucose, on peut aller sur des plateformes. Donc, il y a un certain nombre de plateformes qui existent. Et moi, de mon bureau, je peux, par exemple, aller regarder, grâce à la plateforme, par exemple, LibreView, je peux aller regarder les courbes de ce patient qui a accepté, avec toutes les données de sécurité, bien sûr, des données, qui a accepté que je puisse regarder ces courbes. Et vous voyez que là, par exemple, le premier, c'est le 3 mai, on voit bien une courbe avec la courbe glycémique. Alors, les petits points rouges, ça veut dire que c'est plutôt une hypoglycémie. Donc, voilà comment on analyse actuellement les données de la mesure continue de glucose chez les diabétiques de type 1. Sur l'image instantanée, on voit à côté qu'on a le pourcentage dans la cible, le pourcentage en hypo, le pourcentage en hyperglycémie. Et vous voyez qu'on peut même avoir une estimation de ce qu'on appelle classiquement l'hémoglobine glyquée. Alors on dit le GMI, pas tout à fait l'hémoglobine glyquée, mais on a une estimation de son équilibre métabolique sur 7 jours, 14 jours, 30 jours ou 3 mois. Donc ça, c'est vraiment intéressant et le patient, il est acteur puisque lui, il peut très bien, et nous, notre objectif, c'est d'éduquer le patient à modifier ses doses d'insuline. Il peut tout à fait dire, je suis en hypoglycémie, je vois que j'ai plein de rouge, je vais spontanément diminuer mon insulinothérapie. Donc ça, cette partie-là, ça a été vraiment une vraie révolution pour les patients diabétiques de type 1. Alors, on continue et aujourd'hui, on est au système de boucle fermée. Alors, qu'est-ce que c'est que la boucle fermée? C'est comme si c'était un pancréas artificiel. Donc, c'est ce qu'on appelle la perfusion automatisée d'insuline. Donc, vous avez toujours une petite pompe sous-cutanée qui va vous délivrer de l'insuline. Je peux rappeler que maintenant, on verra, il y a des pompes qui sont des pompes patch, qui sont des toutes petites pompes, comme un patch. Il y a toujours une mesure continue de glucose, un capteur qui va permettre de donner directement à la pompe la glycémie. Et il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui va être capable de délivrer en continu de l'insuline, avec soit des microbolus ou soit un débit de base. Donc finalement, nous, quand on voit les patients, on doit dire quel est l'objectif glycémique que l'on veut atteindre. On doit toujours quand même, dans cette indication-là, expliquer qu'est-ce qu'on va manger. On est obligé de continuer à calculer ces glucides, mais on sait que peut-être on aura des moyens qui vont nous permettre de photographier l'assiette et que le système pourra nous dire j'ai X grammes de glucides et le patient va renseigner, parce qu'il doit quand même encore aujourd'hui renseigner deux choses, la quantité de glucides qu'il va manger et s'il va faire de l'activité physique. Alors, quand on regarde un petit peu les systèmes boucles fermées qui sont utilisés en France, vous voyez que c'est quelque chose qui est extraordinaire puisque vous avez actuellement 4 systèmes qui sont en France. Vous avez le système Medtronic 670G, le système Diabeloop, CAM-APS, qui est extrêmement intéressant dans des situations chez les petits-enfants, en pédiatrie, chez la femme enceinte, le système Tandem T-Slim, et normalement arrivera début 2024 le système avec la pompe patch Horizon, qui est une pompe patch. Vous voyez, c'est sur le deuxième schéma, on voit il y a une petite pompe patch qui est bleue. Et donc là, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire puisqu'il faut que le système, il va apprendre, il va auto-apprendre et il va gérer les choses. Alors, donc vous voyez, le dernier qui vient de sortir, c'est le système CAM-APS. Et maintenant, on a aussi des patients qui arrivent avec des approches do-it-yourself, c'est-à-dire qu'ils arrivent, des gens qui sont extrêmement high-tech, je dirais, et qui font les systèmes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire leur système d'algorithme d'intelligence artificielle pour gérer la glycémie. Et ça, c'est quelque chose, ces systèmes do-it-yourself, ils ont été commencés aux États-Unis, notamment chez des parents d'enfants diabétiques qui voulaient améliorer les choses. Et il y a des systèmes, donc vous voyez qu'on évolue vraiment extrêmement de façon très, très rapidement en diabétologie. Alors,
par exemple, je vais vous donner le courbe qu'on a. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a des courbes. Donc là, par exemple, on regarde en bleu, en vert, par exemple, on a à peu près, pour la deuxième période après la mise sous pompe boucle fermée, vous avez plus de 70% dans la courbe. Et donc, quand on regarde un petit peu de façon tout à fait jour par jour, ben voilà ce qu'on obtient. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Vous voyez une courbe qui est pratiquement plate. Alors, j'aurais pu vous mettre une courbe avant boucle fermée et après boucle fermée, mais vous voyez que c'est extraordinaire. Il faut être dans la zone verte. Ce patient, il est pratiquement toujours dans la zone verte. Alors, les petits traits qui sont les petits traits roses, eh ben, c'est l'insuline qui est diffusée. Et quand on voit un petit peu en violet, là, c'est les bolus qu'il va faire avec les repas. Donc ça a considérablement amélioré la prise en charge et l'équilibre métabolique de ces patients. Alors ça, c'est une deuxième courbe, puisque ça, vous voyez, c'est un autre système, c'est avec le système tandem. Ben, vous voyez qu'il n'y a pas d'hypo, il n'y a pas d'hyper. Donc, et quand on regarde un petit peu le temps dans la cible, vous voyez qu'on est à 95% de temps dans la cible. Donc c'est vraiment extraordinaire et ça améliore le quotidien de nos patients. Alors, bien sûr, ça, c'est pour les patients qui sont sous pompe, parce que quand on arrive à une boucle fermée, au départ, on était sous multi-injection. Après, on est passé à la pompe à insuline et on arrive à la boucle fermée. La boucle fermée ne peut être possible que quand on a eu une pompe. Donc, ce qui explique qu'on a de plus en plus de patients aujourd'hui qui veulent une pompe sous-cutanée d'insuline pour une perspective de boucle fermée. Mais est-ce qu'on a d'autres choses, par exemple, pour des patients qui sont sous injection et qui n'ont pas voulu la pompe, on en a encore, ou éventuellement des patients diabétiques de type 2 qui ont une insulinothérapie, puisque finalement, à partir du moment où on a une insulinothérapie, même chez un patient diabétique de type 2, on peut avoir un capteur de glucose si on a 3 injections ou 4 injections. Et vous voyez qu'on a des choses qui sont nouvelles, hein, c'est les données de dosage d'insuline, puisque maintenant, on a soit des capuchons connectés que l'on va pouvoir mettre sur un stylo à insuline, ou si vous voyez là, on a un stylo connecté. Un stylo connecté pour lequel il va être connecté aussi à une plateforme qui MyDiaby, Freestyle, etc., etc. Et on va pouvoir avoir plein de données, finalement, des mémoires dans les 3 derniers mois, le nombre d'unités de la dernière injection, le temps découlé depuis la dernière injection. Donc vous voyez que cette nouvelle technologie, bien sûr, elle s'applique au diabète de type 1, mais aussi aux diabétiques de type 2. Il faut savoir qu'il y a aussi des diabétiques de type 2 qui ont des pompes ambulatoires. Alors, je dirais pour terminer, avant, donc, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la greffe d'îlot. La greffe d'îlot, vous voyez que maintenant, on sait que la greffe d'îlot a encore sa place aujourd'hui dans les nouvelles technologies, mais on sait très bien qu'actuellement, il s'avère que la greffe d'îlot devient un peu les échecs de la boucle fermée. On a des patients qui vont être des vrais échecs de la boucle fermée, pour lesquels on va garder encore une grande instabilité glycémique, malgré ces nouvelles technologies. Et dans cette situation-là, on va leur proposer une greffe d'îlot. Donc, vous voyez bien la stratégie de prise en charge. Donc, ce qu'on peut dire actuellement, c'est les nouvelles technologies, elles améliorent l'équilibre métabolique. Ça, c'est clair. On a tous, dans notre expérience, des patients qui disent « j'en ai jamais été aussi bien équilibré depuis autant d'années ». On réduit le nombre d'hypoglycémies, notamment en période nocturne. Parce que ça aussi, hein, quand on voit un enfant qui est diabétique, ben les parents, avant, ils se levaient, ils allaient faire à 3 heures du matin une glycémie capillaire, l'enfant dans le lit. Maintenant, ils ont un capteur, ils n'ont même plus besoin d'aller scanner puisqu'ils l'ont sur leur téléphone portable et ils ont des systèmes qui leur permettent vraiment de diminuer ce taux d'hypoglycémie. Chez qui ça s'adresse? C'est les populations diabétiques de type 1, les adultes, les enfants, les adolescents, la grossesse sportive. Et vraiment également chez les diabétiques de type 2 qui sont sous insulinothérapie ou qui sont sous pompe ambulatoire, on va y venir. Et je crois que le point le plus important, c'est la réduction de la charge mentale qui est liée au diabète. Puisque finalement, il faut apprendre avec ces systèmes à se laisser faire, hein. Il faut lâcher prise, ce qui n'est pas toujours évident quand on a 40 ans de diabète. Mais finalement, on a un certain nombre de patients qui disent « maintenant, on dort la nuit ». Donc, c'est extraordinaire. On se sent en sécurité et vraiment, on vit. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne, pour la clarté de ces explications. C'est tout à fait impressionnant. On voit l'impact sur la qualité de vie. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler avec notre patient. Alors, on m'a déjà transmis beaucoup de questions de la part des internautes. Alors, les gens en veulent toujours plus, forcément, Anne, hein. Quelles sont les pistes de recherche prometteuses actuelles dans ce domaine des technologies pour le diabète de type 1? Et surtout, ces avancées, est-ce que ça a modifié les normes de traitement
on a vu ces courbes plates. Est-ce qu'on est de plus en plus exigeant? Est-ce que ça a changé l'habitude des prescripteurs, des diabétologues notamment? Alors bien sûr, parce que nous, notre objectif, c'est de réduire l'hyperglycémie pour les complications à long terme, d'accord? Donc effectivement, alors on n'a pas encore d'études à long terme qui vont nous dire on a réduit le taux de patients qui seront dialysés ou on aura réduit le taux de... Ça. Mais on sait très bien depuis très longtemps que finalement l'hyperglycémie va être délétère au long cours. Donc globalement, on peut dire que si on a plus de 70% dans la cible, eh ben finalement, on fera peut-être des complications, mais peut-être beaucoup plus tardivement, ou on espère qu'on en fera moins. Mais en tout cas, on n'a pas ces études de long terme. Les diabétologues, d'abord, sont effectivement beaucoup plus enclins à proposer ces thérapeutiques, parce que quand on voit des courbes comme ça qui sont plates, pratiquement, on peut se demander, et parfois on a des courbes, on peut se demander si le patient il est vraiment diabétique, hein, tellement c'est extraordinaire. Et je pense que ces algorithmes d'intelligence artificielle vont continuer à s'améliorer, puisque finalement, aujourd'hui, on n'est pas encore très bon dans la gestion de l'activité physique et du sport. Voilà, parce qu'un patient, il veut aller faire du sport, on ne sait pas encore très très bien, mais il y a des travaux qui vont améliorer ces algorithmes et dans la nécessité encore de calculer les glucides. Donc oui, on sait très bien que c'est une révolution et ça va continuer dans le sens, et je pense qu'à terme, il y aura beaucoup même de patients diabétiques de type 2 qui pourront être équipés de ces systèmes. Merci beaucoup, Anne. Alors, une question qu'on avait un peu anticipée. Hein. Tu as quand même abordé déjà le sujet. Ces technologies, ces avancées, est-ce que c'est également utile pour les patientes atteintes de diabète de type 2 ? Alors oui, les études sont en cours actuellement. On a parfois des patients qui sont en surpoids, qui sont obèses, qui ont des grosses insulino-résistances, pour lesquelles on n'y arrive pas avec les multi-injections. On a tendance à leur proposer une pompe à insuline et on arrive mieux avec la pompe à insuline. Mais oui, et finalement, on sait très bien que, notamment à Caen, il y a des études qui sont en cours dans des populations diabétiques de type 2. Alors, on nous dit parfois oui, mais c'est compliqué, il faut être très technophile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je dis toujours, même si c'est un patient qui est diabétique de type 2, qui est un peu plus âgé, il va savoir faire. C'est juste qu'il faut apprendre. Il faut prendre le temps de lui expliquer. On aura peut-être, nous dira M. Rapp, mais voilà, un patient diabétique de type 2, il sait. Pratiquement tous les patients qui ont maintenant des freestyles, ils sont capables de gérer sans aucun souci. D'accord, oui. Alors, je dirais qu'à l'inverse, il faut faire attention aussi parce qu'il ne faut pas, on dit c'est lâche prise, mais il ne faut pas que ça soit une obsession. Hein, on a très peu de patients qui se scannaient tout le temps, et qui agissaient. C'est-à-dire que leur glycémie était élevée et du coup, ils agissaient tout de suite, ils refaisaient de l'insuline. Donc, il ne faut pas que ça soit contre-productif. Mais très vite, ces patients-là, quand on voit que c'est contre-productif, on les repère et on rediscute avec eux, on leur explique. D'accord, on n'a pas besoin d'être un geek, quoi. Hein. Mais l'éducation thérapeutique est absolument capitale. On peut imaginer. Alors, Lisa, il y a peut-être d'autres questions de la part des internautes ? Bonjour, oui, nous avons une question de Caroline. Quelles sont les perspectives pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans le traitement du diabète de type 1 et comment cela pourrait révolutionner la prise en charge de la maladie ? Alors, pour l'instant, nous, ce sont des algorithmes qui sont intégrés dans les systèmes. D'accord ? Pour l'instant, on n'a pas été plus loin que ça, mais je pense que les progrès, par exemple, c'est ce que je donnais comme exemple, l'assiette qui va être prise en photo, qui permettra de calculer exactement les glucides, ou peut-être des systèmes avec l'activité qui pourront dire, voilà, c'est une activité plus d'endurance ou de sprint, toutes choses comme ça. Ça va nous permettre si c'est aérobie ou anaérobie, ça nous permet de faire des algorithmes qui sont adapté à l'activité. Et par exemple, le système Diabeloop, c'est un des systèmes qui a travaillé beaucoup. En fait, nous, on a des paramètres, si c'est le patient nous dit c'est de l'aérobie ou de l'anaérobie, et on va modifier nos paramètres du système pour que ça puisse correspondre à son activité sportive. Merci. Lisa, une autre question ? Oui, j'ai une autre question d'Elsa. En quoi les applications mobiles et les plateformes en ligne contribuent-elles à l'éducation et au soutien des personnes atteintes du diabète de type 1 et quelles nouvelles fonctionnalités voit-on émerger dans ce domaine ? Alors, il faut savoir que théoriquement, tous les patients diabétiques de type 1 doivent au moins une fois par an voir le diabétologue. D'accord ? Donc, c'est vraiment le minimum. Et théoriquement, chez les enfants ou les adolescents, c'est tous les 3 mois. Et théoriquement, chez les adultes, c'est au moins tous les 6 mois. D'accord ?
Aujourd'hui, il manque cruellement de diabétologues, ça c'est très très clair, et que du coup, le fait d'avoir ces applications, ça nous permet de ne pas forcément, quand on connaît le patient, quand il a confiance en médecin, ça nous permet parfois de regarder sur la plateforme sans que le patient soit physiquement devant nous. Il n'est pas en consultation, mais on peut regarder, on peut faire une téléconsultation et on peut regarder les courbes et on peut adapter l'insulinothérapie. Donc je crois que c'est vraiment cette télésurveillance, elle est extrêmement importante dans le suivi des patients. Et d'ailleurs, les diabétologues, on le fait depuis très longtemps, cette télésurveillance. On le faisait, alors à un moment, on ne le faisait pas bien, on le faisait avec des mails qui nous étaient envoyés, avec des glycémies, avec des photocopies de carnet ou de choses comme ça. Donc on a toujours fait de la télésurveillance, mais il est très important que finalement cette télésurveillance, elle soit reconnue parce que c'est un acte médical et ça nous permet surtout d'adapter l'insulinothérapie. Quand on a beaucoup d'hypoglycémie, finalement, on ne va pas attendre le patient 6 mois pour réduire son insulinothérapie. Donc ça nous permet, ces plateformes, elles nous permettent qu'à n'importe quel moment, le patient est en difficulté, il peut appeler, on peut se connecter sur le système et répondre à sa question. Merci beaucoup Anne. Sans doute encore au moins une dernière question, Lisa ? Oui, une toute dernière question de Sarah. Est-ce que la boucle fermée avec la pompe patch sera remboursée début 2024 ? Alors, actuellement, on l'espère avec le système Omnipod, mais on a déjà le système Diabeloop avec notamment la pompe Kaleido. Donc oui, ça sera remboursé comme les autres systèmes. Il n'y a pas de souci. Et on voit bien les systèmes, on voit bien qu'ils ont tous un petit peu des spécificités. D'accord ? Donc ça sera remboursé. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas avec la pompe patch. Très bien, merci. On va passer aux patients maintenant. C'est quand même l'essentiel, n'est-ce pas, Monsieur Rapp ? Vous en êtes convaincu. Donc on a le plaisir de recevoir Monsieur Rapp. C'est tellement important d'avoir la voix du patient, tellement important d'avoir des associations très dynamiques. Alors, merci pour votre engagement déjà et votre mobilisation. Je pense qu'on peut le dire. Alors, évidemment, avoir entendu le professeur Vanberg, il me vient à l'esprit une multitude de questions. Alors, on va peut-être revenir un peu sur votre passé. Décrivez un peu comment s'est révélé votre diabète et comment vous y avez fait face finalement dans l'immédiat, avec l'annonce du diagnostic. Okay. Alors avant toute chose, j'aimerais signaler la création d'une antenne AFD sur l'île qui peut concerner beaucoup de personnes. Donc mon diabète s'est déclaré en mai 1975, le 15 mai. Et comme l'a dit le professeur, c'était suite à une polyurie manifeste, une perte de poids de 8 kg, donc je faisais 76 kg, et je dormais 20 heures par jour. J'ai été hospitalisé, le médecin m'a dit on va vous équilibrer. Alors je ne connaissais pas du tout la maladie, je n'avais jamais entendu parler de diabète. Et donc je suis rentré à l'hôpital et on a commencé un traitement à l'insuline toutes les 3 heures, donc toutes les 3 heures. Et comme un enfant, je notais sur un petit calepin le nombre d'injections qu'on me faisait. Et au bout de 2-3 jours, il y a une infirmière qui est passée et elle m'a dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur ? Je dis je note, les copains, ils ne vont jamais me croire que j'ai eu autant de piqûres, autant d'injections en aussi peu de temps. Et l'infirmière m'a répondu mais monsieur, vous en aurez pour toute votre vie. Et c'est ce jour-là, à cette phrase-là, que j'ai compris l'importance du traitement et la gravité de la maladie. Donc j'ai fait face en essayant de relativiser tout ce qui avait plus, tout ce qui n'allait plus exister. Et j'ai été surtout très embêté parce que le métier que je préparais, c'était maître nageur. Et 1 mois avant, j'avais eu mon diplôme à la piscine de Dinard. J'étais hospitalisé au service de l'hôpital Morvan à Brest. Et je me souviens très bien que j'étais très perturbé par la perte éventuelle de ce métier. Et je me souviens également que le professeur Crescency, qui était chef de service, qui m'avait dit « vous ne pourrez pas être diabétique ». Je m'étais mis à pleurer, je me souviens encore, et il m'avait dit « ne vous inquiétez pas, vous allez essayer de garder une glycosurie de sécurité ». Donc on mesurait l'équilibre du diabète avec les urines, avec des bandelettes. Et à ce moment-là, j'ai repris un peu espoir. Donc j'ai eu vraiment l'impression que c'était une montagne à escalader. La seule chose dont je me souviens également, c'était ma première sortie au bout de 15 jours d'hospitalisation. Le premier jour où je suis sorti, il faisait beau à Brest, donc je m'en souviens bien. J'étais à côté de l'église Saint-Louis, je m'en souviens bien. Et je me suis dit, en voyant le beau temps, il faut que tu vives vieux. Il faut que tu vives vieux. J'avais 23 ans.
Et dans ma tête, c'était vivre vieux sans être dialysé, sans être aveugle, sans être embêté avec des multi-problèmes liés au diabète. Très bien, c'est très touchant. Vous n'êtes toujours pas vieux, de toute façon. On n'est jamais Voilà, vieux. exactement. Alors, bon, une question qui est un petit peu en rapport, mais qu'est-ce que vous avez dû apporter à votre mode de vie, finalement, pour tenir sur le long cours? Parce que c'est un travail de longue haleine, si je puis dire. Alors, en fait, dans ces années-là, j'avais donc 23 ans. On sortait de la fin des années 60, donc ceux qui connaissent se souviennent bien du mouvement hippie, les cheveux longs, Love and Peace. Et j'étais dans cette tendance, j'étais en faculté d'anglais à la faculté de Brest. Et en fait, ça m'a fait tout drôle de me rendre compte que j'allais être obligé de changer mon alimentation, changer mon régime alimentaire, changer mes rythmes alimentaires, changer mon rythme de vie. Et pour y arriver, j'ai dû arrêter d'être gourmand. Et donc, le diabète m'a apporté un équilibre alimentaire très, très, très stable. Mais ça m'a permis surtout de me rendre compte que je passais du monde de l'adolescence au monde des adultes. Et que l'adolescence, à se lever à 11h midi de temps en temps, à faire la fête une fois de temps en temps et à faire tout ce qu'on aimait faire, c'était un peu fini. Donc, le défi a été majeur. Oui, j'imagine bien. Alors, les internautes veulent aussi savoir, sans doute, comment vous gérez un peu votre quotidien, des petites astuces pour améliorer un peu la situation. Alors, ça fait donc 48 ans que je suis diabétique. On pourrait classer ça comme des espèces de rituels liés entre l'injection d'insuline et l'alimentation. Donc le matin, quand je me lève, je mets ma robe de chambre, je ne me sors pas n'importe comment, je m'habille un peu, mais je prends toujours, après avoir fait ma glycémie avec le capteur, je prends toujours mes 2 stylos insuline. Je fais mon insuline basale le matin et l'insuline pour le repas que je vais prendre. Et je déjeune et en fonction du résultat de la glycémie et de ce que j'ai déjeuné, je fais mon injection. Après, une fois que je suis lavé, habillé, j'essaye de prévoir l'activité que je vais faire la journée. Si c'est une journée où je vais rester assis à une conférence ou assis en ETP ou assis à faire quelque chose ou à rédiger, ou si c'est une matinée où je vais, par exemple, je fais du tir à l'arc, je vais aller transporter des mobiles, tailler des arbres dans mon jardin et faire ça, je prévois mon activité et je prévois la glycémie et la nourriture qui va avec. Le midi, c'est exactement la même chose. Toujours ce petit rituel, je prends mon stylo, je le pose à côté de l'assiette, je déjeune et dès que la glycémie arrive à 1,70 g, 1,80 g, je fais mon injection de façon à pouvoir couvrir les besoins de la glycémie qui s'élève. Et je fais mon activité en fonction. Et donc le soir, même chose. Et donc je m'organise en fonction du repas, en fonction de la glycémie, toujours la même chose. Et donc en fait, psychologiquement, ça procure une sensation de sécurité. On a l'impression que le stylo d'insuline, c'est la survie. Et quand il est tout prêt, ça va bien aller. C'est une impression complètement artificielle. Pour ma journée, je fais entre 10 et 15 contrôles par jour, donc à peu près 1 par heure. Comme ça, je sais toujours à quel moment je suis trop élevé ou trop bas. Quand je suis dans la norme, je ne change rien. Quand je suis trop élevé, au-dessus de 2,50 g, 3 grammes, je fais un petit bolus d'insuline. Sinon, je me resucre s'il y a besoin. Et donc, la surveillance doit être systématique. Un petit conseil, je fais toujours, avant de contrôler mon taux de glycémie, je fais toujours la devinette, à combien était en ce moment. Donc je cherche par rapport aux activités que j'ai faites ou avant de savoir, comme ça je sais exactement si je me trompe ou si je ne me trompe pas. Et ça me permet d'avoir un ressenti physique de la gestion de mon diabète. Alors pour les gens qui sont diabétiques, il y a des conseils de base qui sont évidents, tout le monde le sait, c'est ne jamais sortir sans son sucre ou l'équivalent. Ne jamais faire d'unité d'insuline avant de faire du sport. Ça, j'ai vu des gens le faire et c'est catastrophique. On y reviendra peut-être. On ne fait pas de sport, on fait du sport, on fait pas l'insuline. Très bien. Alors, vous avez maintenu une vie active et ça doit être comme ça, bien évidemment. Quels sont les défis spécifiques un peu que vous avez rencontrés? Vous avez une petite anecdote à nous dire là-dessus? Alors, je suis tombé diabétique en 75, juste avant d'être maître nageur. Donc, j'ai commencé à être maître nageur à Concarneau. Alors, ceux qui connaissent la Bretagne connaissent la plage du Cabellou, donc la piscine donnée sur la plage du Cabellou. Le médecin assermenté
n'a pas souhaité que je sois maître nageur. Donc, je suis venu me faire titulariser dans une petite commune à côté de Dunkerque qui s'appelle Capelle-la-Grande. Et j'ai réussi à me faire titulariser. Le défi, ça a été, comme je ne souhaitais pas qu'on me renvoie à nouveau, ça a été de cacher mon diabète à tous les gens que je rencontrais. Alors, ça paraît facile ou ça paraît simple comme ça, mais c'est très, très, très délicat. Donc, faire mes injections, par exemple, dans les toilettes systématiquement, bon, c'est pas grave, mais c'est quand même pas très valorisant. On peut pas dire que c'est valorisant, faire une injection dans des toilettes. Et j'ai toujours fait l'effort de continuer à m'équilibrer, à avoir une relation sociale, à expliquer aux gens avec des sensations complexes que j'étais pas malade et qu'il fallait que je ne prenne pas trop de sucre. Enfin, j'ai essayé de toujours me justifier comme ça. Très bien. Alors, c'est peut-être aussi une histoire de famille. Comment votre famille ou vos proches vous ont un peu aidé et quels sont les conseils que vous pourriez donner justement aux proches dans cette prise en charge? Alors, ma famille, c'est mon épouse. Donc, je suis venu de Concarneau à Dunkerque et j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Donc, je dis souvent, elle est à la fois intelligente, attentionnée et la gentillesse même. Donc, tout le monde, tous les hommes en tout cas, rêveraient de rencontrer cette femme. Tous les collègues me disent « qu'est-ce que tu es bien marié, qu'est-ce que tu es bien marié ?» Alors moi, je dis toujours « oui », mais je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai pas fait exprès. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis de m'équilibrer dans mon diabète. Elle a toujours été très attentionnée. Nous avons eu 3 enfants, donc Rosen, Merwen, Ronan, donc des prénoms bretons. J'ai eu 3 petits-enfants donc, qui sont adorables. Et ma belle-fille, ma future belle-fille, puisqu'elle va se marier avec mon deuxième fiston, est cardiologue. Donc, elle me donne des conseils. Elle m'a prescrit le Novopen 6. Donc, je suis tombé dans un environnement familial plus que favorable. Mon papa, qui est parti quand j'avais 20 ans, ne m'a jamais connu du temps de mon diabète. On ne s'est jamais recroisés. Mon frère et ma sœur, donc ma maman restait en Bretagne quand je suis parti travailler à Dunkerque. Et mon frère est parti à La Réunion, l'année de notre mariage, donc en 82. Donc moi, j'étais diabétique depuis 7 ans. Et ma sœur vivait en Angleterre et maintenant, elle vit en Écosse. Donc la distance n'a pas favorisé les échanges. Il n'a pas favorisé la prise en charge ou de l'empathie. Après, mon épouse faisait tout le reste. Donc, je n'ai pas eu besoin de quoi que ce soit. Je pense quand même que vous y êtes pour quelque chose, si ça s'est bien passé. Ouais, voilà, si. Je ne suis pas si sûr que vous. Alors, merci beaucoup pour ce premier témoignage. On reviendra tout de même vers vous après la présentation du professeur Elsa Eyman. Alors voilà, à vous, professeur Elsa Eyman. On a abordé un peu le sujet, c'est comment gérer l'équilibre de son diabète lorsqu'il faut faire une activité physique. Dans cette approche holistique de la maladie, on sait à quel point c'est important. On vous écoute. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous parler d'activité physique parce qu'on sait que c'est très bon pour la santé de faire de l'activité physique régulière, à la fois pour la santé, pour la qualité de vie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des recommandations internationales et nationales en matière de quantité d'activité physique à pratiquer chaque semaine. Par exemple, il est recommandé de faire 150 à 300 minutes par semaine d'une activité physique d'endurance modérée à intense. Et puis, si possible, d'ajouter à cela des activités type un peu plus renforcement musculaire, par exemple 2 fois par semaine. Donc, il y a vraiment des recommandations. Mais le souci quand on vit avec un diabète de type 1, c'est que quand on va s'engager dans une activité physique, ça va engendrer parfois des déséquilibres glycémiques. Alors souvent dans le sens d'une hypoglycémie, c'est-à-dire trop peu de sucre dans le sang, mais parfois aussi, ce qui est compliqué, dans le sens d'une hyperglycémie. Et d'ailleurs, dans la littérature, on s'aperçoit que le premier frein à l'activité physique pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 1, c'est vraiment la peur de l'hypoglycémie. Alors du coup, on va commencer par essayer de voir un petit peu quels sont les mécanismes principaux de cette hypoglycémie à l'exercice. Alors, il faut savoir que l'insuline, c'est une hormone et c'est comme une clé qui, au niveau de vos cellules, va ouvrir la porte pour que le sucre qui est dans le sang, mais plus spécifiquement on l'appelle le glucose, puisse rentrer à l'intérieur de la cellule. Vous voyez ici sur le schéma, l'insuline qui va se fixer sur son récepteur à la surface d'un muscle, ça va permettre en fait de
faire déplacer des transporteurs de glucose qu'on appelle les GLUT4, qui sont stockés à l'intérieur du muscle et qui vont se déplacer jusqu'à la paroi du muscle pour être en contact avec le sang. Et une fois en contact avec le sang, ils laissent rentrer le glucose à l'intérieur du muscle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va faire du sport, de l'activité physique, et ce, que l'on ait un diabète ou non? Eh bien, il va y avoir plusieurs mécanismes qui vont permettre d'accélérer l'entrée de glucose dans le muscle. C'est par exemple la contraction musculaire en elle-même, ou même parfois l'étirement musculaire, si vous faites des exercices type excentrique, qui vient dire au transporteur de glucose de se déplacer sur la membrane. Alors, il y a d'autres phénomènes. Par exemple, quand vous faites du sport, le sang va se distribuer différemment dans tout notre organisme. Par exemple, vous allez avoir moins d'arrivée de sang vers le tube digestif. C'est pour ça que si on fait du sport juste après un repas, on peut avoir un peu mal au ventre. Par contre, on aura plus de sang qui arrive au niveau du muscle. Donc, si on a plus de sang qui arrive, il y aura plus d'insuline aussi à arriver. Et un troisième mécanisme qui permet d'accélérer l'entrée de glucose dans le muscle, c'est l'augmentation de la sensibilité du récepteur à l'insuline en lui-même. Donc ça veut dire que pour une même quantité d'insuline qui vient sur mon récepteur, ce récepteur est beaucoup plus efficace. Donc on voit qu'il y a une grosse entrée de glucose dans le muscle. Donc, il faut quand même réussir à réapprovisionner le sang en glucose. Et quand on n'a pas de diabète, notre organisme il s'adapte automatiquement. Et en fait, c'est le pancréas. Voilà, c'est le pancréas qui va diminuer sa sécrétion d'insuline. Et ça se fait automatiquement sous l'influence d'un signal nerveux inconscient qu'on appelle le système nerveux sympathique, qui vient dire au pancréas, dès le début de l'effort, de baisser son insuline. Et même parfois, avant le début de l'effort, si vous êtes un peu stressé psychologiquement, comme sur une compétition, par exemple, vous êtes sur une ligne de départ d'un sprint, et bien là, le pancréas va déjà baisser son insuline. Et en fait, le foie qui est tout près du pancréas, il va sentir cette baisse d'insuline et il va ouvrir une sorte de robinet qui permet de relâcher du glucose dans le sang. Parce qu'il faut savoir que le foie, c'est un gros stockeur de glucose sous forme de glycogène. Alors, ça, c'est quand on n'a pas de diabète de type 1, le fait de pouvoir baisser l'insuline automatiquement. Par contre, comme Anne a bien expliqué, quand on a un diabète de type 1, on a soit des multi-injections d'insuline, soit une pompe à insuline. Du coup, une fois que l'insuline est administrée sous la peau et qu'on commence l'effort, on ne va plus pouvoir jouer sur cette insuline qui est déjà sous la peau. Et donc, ça veut dire que, par exemple, au niveau du foie, l'insuline va être quand même un petit peu trop élevée et ça va fermer le robinet du foie. Ça va empêcher le foie de libérer du glucose dans le sang. Et de l'autre côté, si on regarde au niveau du muscle, l'insuline ne va pas être diminuée près du muscle. Et donc, il y aura vraiment beaucoup de facteurs qui viennent faire déplacer les transporteurs de glucose sur la paroi et faire rentrer beaucoup de glucose dans le muscle. Donc, il y a moins de glucose libéré par le foie et plus de glucose pris par le muscle, d'où ce risque d'hypoglycémie à l'exercice. Voilà. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en plus, ce risque d'hypoglycémie, il peut perdurer après l'effort. Alors, pourquoi cela ? Et ça, c'est pendant 12 à 24 heures après l'effort. Alors, pourquoi cela ? Eh bien, un des mécanismes dont on a parlé, qui est l'augmentation de la sensibilité du récepteur à l'insuline, va persister longtemps après l'effort. Et puis en plus, après l'effort, on est dans une période où le foie, il essaye de resynthétiser ses réserves de glycogène puisqu'il les a utilisées pendant l'effort. Donc il recapte du glucose. D'où ce risque d'hypoglycémie qui peut faire un peu peur la nuit. Et d'où l'avantage des capteurs de glucose en continu dont nous parlait Anne tout à l'heure, puisque maintenant, ils peuvent même avoir des alarmes. Et donc, on peut fixer une alarme basse qui sonnera la nuit si on est en hypoglycémie. Alors, bien sûr, on peut essayer de prévenir ce risque d'hypoglycémie. Alors, la première chose, bien sûr, on pense à l'insuline. Alors, pour modifier les doses d'insuline, il faut réfléchir un petit peu à quel moment de la journée on se situe par rapport aux injections ou à l'administration de l'insuline par la pompe. Par exemple, si vous faites du sport juste après un repas, ça va être un moment où il y a beaucoup d'insuline dans le sang. C'est l'insuline rapide ou le bolus d'insuline qu'on s'est mis injecté au moment du repas. Donc, si on a un risque d'hypoglycémie, on peut jouer sur cette insuline en la diminuant, par exemple. Après,
Si je fais cette fois un effort très loin d'un repas, l'insuline qu'on retrouve dans le sang, c'est l'insuline qui vient soit de l'injection d'insuline lente si on est sous multi-injection, soit celle du débit de base. Donc c'est une insuline qui n'est pas très élevée, mais on va pouvoir jouer dessus en diminuant le débit de base. Donc on peut jouer sur l'insuline. Mais une problématique principale, c'est que dans ce cas-là, il va falloir anticiper. Alors même dans la littérature scientifique, ils disent d'anticiper d'1 heure et demie avant l'effort. Donc ce n'est pas toujours pratique. Alors pourquoi anticiper? C'est à cause de ce qu'on appelle l'insuline à bord. En fait, une fois que vous vous administrez de l'insuline, elle va être en sous-cutanée et elle va être prête à diffuser progressivement pour aller rentrer dans les vaisseaux sanguins. Et en fait, lorsqu'on fait du sport, il y a plusieurs mécanismes qui vont accélérer le déplacement de cette insuline depuis son dépôt sous-cutané jusqu'à atteindre le sang. Alors, un des facteurs principaux, c'est par exemple le fait d'assurer la thermorégulation. Quand vous courez, ça produit de la chaleur et donc vous allez essayer d'évacuer cette chaleur en dilatant vos vaisseaux sous la peau. C'est pour ça qu'on peut être un peu rouge au niveau du visage. Et les vaisseaux qui sont dilatés, ils vont recevoir beaucoup plus vite l'insuline. Donc c'est un des facteurs qui accélère l'absorption de l'insuline. Alors, du coup, si on vient vous chercher au dernier moment pour vous dire « Ah ben allez, viens faire un match de foot », vous n'avez pas pu anticiper votre baisse d'insuline. Donc vous allez quand même pouvoir jouer heureusement sur les glucides, prendre une petite collation glucidique, mais qui peut être un peu contre-productive si on veut perdre du poids. Et donc on a une autre solution pour les exercices non planifiés, c'est qu'on va pouvoir jouer sur le type, la modalité, la durée, l'intensité d'exercice. On peut moduler tout ça pour essayer de moduler le risque d'hypoglycémie. Alors, c'est ce qu'on va voir sur cette diapo. Alors, voilà. Donc, c'est un schéma où vous voyez en rouge, ce sont les sports qui font moins de risque hypoglycémique. Donc, par exemple, le sprint, l'haltérophilie. Et après, quand on descend dans le schéma, en bleu, en bas, c'est ceux où il y a un plus grand risque hypoglycémique. Par exemple, la course à pied de longue distance. Puis, entre deux, vous avez les activités mixtes comme les sports collectifs. Alors, dans la littérature scientifique, les chercheurs se sont amusés, entre guillemets, à comparer deux types d'exercices d'endurance. Un exercice en bas, que vous voyez en bas, classique, où on va courir toujours à la même intensité modérée. Modérée, ça veut dire que je peux parler à mon voisin pendant que je cours, pendant une longue distance. Et puis, ils l'ont comparé à un autre type d'exercice d'endurance qui est le fractionné, c'est-à-dire faire 1 minute très intense, puis après on marche pendant 1 minute. 1 minute très intense, je marche, et ainsi de suite pendant une vingtaine, une trentaine de minutes. Et ils se sont aperçus que le fait de faire du fractionné, ça protégeait contre la baisse de glycémie à l'exercice, et puis même un petit peu après l'exercice. Alors, pourquoi? Par quel mécanisme? Comment ça marche? Eh bien, lors de l'exercice fractionné, le muscle avait l'air de capter moins de glucose sanguin pour faire de l'énergie. Et en fait, il faisait de l'énergie avec d'autres types de substrats, de matières premières. Par exemple, quand on fait du sprint très court de 10 secondes, on va utiliser ce qu'on appelle la phosphocréatine, qui est déjà présente dans le muscle. Après, si on maintient l'effort un peu plus longtemps, mais pas très très longtemps, on va utiliser le glycogène qui est déjà dans le muscle. Donc, on ne va pas puiser dans le glucose sanguin. Et en plus, à chaque fois qu'on fait des répétitions très intenses, on produit ce qu'on appelle le lactate, qui ne doit pas être considéré comme un déchet, parce que le lactate, en fait, il peut être réutilisé par le muscle en lui-même pour faire de l'énergie et épargner le glucose sanguin. Donc, on voit une baisse du captage de glucose par le muscle lors de ce type d'exercice. Et il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau du foie. Le foie va produire plus de glucose. Et pourquoi cela? Eh bien, quand on fait un effort très intense, on libère l'hormone du stress, qui est l'adrénaline. Et cette adrénaline vient ouvrir le robinet du foie pour laisser sortir du glucose dans le sang. Alors ça marche particulièrement bien si on est en normoglycémie, une glycémie normale au début de l'effort. Mais il faut savoir que dans certains cas, au lieu de juste protéger contre l'hypoglycémie, ce type d'exercice très intense va au contraire produire une hyperglycémie, donc aller dans l'autre sens. Donc c'est un peu contre-productif. Alors ça peut être le cas si on est déjà en hyperglycémie avant l'effort, ou bien si on a trop peu d'insuline dans le sang pour les besoins du moment.
Parce que quand on a trop peu d'insuline, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va dégrader nos réserves de graisse et ça va produire plein d'acides gras dans le sang qui vont eux-mêmes pouvoir être utilisés par le muscle pour faire de l'énergie. Et donc, on va moins se servir du glucose sanguin pour faire de l'énergie. Et en plus, quand il y a trop peu d'insuline dans le sang, on vient ouvrir encore plus le robinet du foie, qui était déjà très ouvert par l'adrénaline. Donc là, on peut avoir un effet inverse d'hyperglycémie. Donc on voit que c'est vraiment très compliqué parce que parfois la glycémie peut monter, parfois elle peut diminuer en fonction du type de sport, de sa durée, de son intensité, mais aussi en fonction des conditions. Est-ce que je suis loin d'un repas, près d'un repas? Est-ce que je suis un peu stressé psychologiquement, comme dans des sports à risque, si on est au-dessus du point d'ancrage en escalade, ou si on est en compétition, on a un stress psychologique, et le stress psychologique fait qu'on sécrète encore plus d'adrénaline. Donc il y a encore plus cet effet hyperglycémiant. Donc tout ça, c'est assez compliqué quand même à prévoir. Mais heureusement, maintenant, on a les capteurs de glucose en continu dont parlait Anne, qui sont une révolution. Sur les capteurs, il y a une flèche de tendance qui montre à la personne avec un diabète dans quel sens est en train de varier ma glycémie. Donc on peut quand même beaucoup plus prévoir. Et ça peut vraiment aider les personnes à pratiquer de façon régulière une activité physique parce que vraiment, il y a énormément de bénéfices pour la santé et il ne faut surtout pas arrêter l'activité, il faut continuer l'activité physique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Elsa. Alors bon, évidemment, les internautes ont très vite réagi. J'ai déjà 2 questions de la part de ces internautes que je vous pose. Alors, comment peut-on prévoir et gérer les traitements, les changements de glycémie, notamment dans le sang, pendant l'exercice quand on a un diabète de type 1 et quels sont les conseils simples pour les repas et l'activité physique? Vous y avez en partie répondu, mais quelques messages simples. Alors, message simple, regardez sa glycémie avant l'effort. En plus, avec le capteur de glucose, on peut aussi voir la flèche de tendance. Si on a une glycémie élevée, il faudra peut-être éviter de faire des efforts très intenses. Si la glycémie est très faible, bon, il faudra peut-être se resucrer, mais peut-être privilégier, comme je disais, du fractionné plutôt que de l'endurance continue. Donc, on regarde la glycémie du moment. On regarde depuis combien de temps on a fait son dernier bolus d'insuline associé au repas. Si on est loin d'un bolus d'insuline, on aura moins de risque d'hypoglycémie quand même. Et puis, il faut aussi réfléchir aux conditions. Est-ce que je suis en train de me faire évaluer en EPS par le prof parce que c'est la fin du cycle, donc j'ai un stress psychologique, ça va peut-être varier différemment avec une hyperglycémie. Est-ce que je suis en compétition? Donc, réfléchir un petit peu à tous ces aspects-là. Merci. Alors, une autre question d'un internaute qui fait un peu le lien avec la présentation d'Anne juste avant. C'est la technologie du pancréas artificiel permet-elle justement de gérer automatiquement cette glycémie pendant l'activité physique? Alors, oui, en partie. Il y a des travaux de la littérature qui montrent que ça permet de réduire un peu le risque d'hypoglycémie au détriment parfois d'une petite hyperglycémie. Mais il faut savoir qu'on a toujours la même problématique dont je parlais tout à l'heure de l'insuline à bord. C'est-à-dire que si je n'ai pas prévenu mon pancréas artificiel 1 heure avant, 1 heure et demie avant que j'allais faire du sport, eh bien, ça va être entre guillemets trop tard. Mais il existe des alternatives. Par exemple, il y a certains travaux qui mettent une deuxième hormone dans le pancréas artificiel. Ils mettent du glucagon en plus, qui va avoir un effet pour ouvrir le robinet du foie, pour lâcher du glucose. Donc, il y a des pancréas bihormonaux. Il y a aussi de la technologie intelligence artificielle où on va intégrer un GPS, par exemple, dans le pancréas artificiel qui va détecter quand on est en train de partir à la salle de sport. Et si j'ai 30 minutes pour aller à la salle de sport, ben déjà, mon pancréas artificiel va baisser un peu ma dose d'insuline. Donc, il y a quand même des avancées. Ça nous donne d'autres sujets pour les débats ultérieurs, hein, n'est-ce pas? Alors, Lisa, très certainement des questions de la part des internautes? Oui, tout à fait. J'ai une question de Bertrand. Qu'en est-il du lien entre le sport et le diabète de type 2? Existe-t-il des risques de variation brutale de la glycémie? Alors, c'est une très bonne question. En fait, pour le diabète de type 2, il faut vraiment considérer le sport comme un médicament. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du fait que quand on fait du sport, la sensibilité de nos récepteurs à l'insuline augmente pendant le sport, mais aussi 12 à 24 heures après. Or, dans le diabète de type 2, un des problèmes principaux, finalement, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc, de faire du sport, surtout si je le fais tous les jours, eh ben, ça va être un véritable médicament. Alors, est-ce qu'il y a des risques de variation importante de la glycémie? Est-ce qu'il y a des risques notamment d'hypoglycémie? Oui, pour certaines personnes avec un diabète de type 2 qui sont traitées à l'insuline. Certains ont des multi-injections d'insuline.
Sinon, pour les autres traitements, il n'y a pas trop de risques. Éventuellement, ceux qui sont traités par sulfamide, ça veut dire un traitement qui va induire une sécrétion d'insuline. Dans ce cas-là, il peut y avoir un petit risque d'hypoglycémie et on peut aussi jouer sur les doses de médicaments. Très bien, parfait. Une autre question, Lisa? Oui, j'ai une toute dernière question de Joseph. En quoi la pratique d'exercice intense peut-elle influencer le sucre produit par le foie et comment les personnes avec un diabète de type 1 peuvent-elles éviter les risques d'hypoglycémie? Alors, c'est un petit peu ce dont on avait parlé. Quand on fait un effort intense, on va sécréter une hormone du stress, notamment l'adrénaline, qui vient ouvrir le robinet du foie. En fait, elle stimule ce qu'on appelle la glycogénolyse hépatique du foie, le fait de casser les molécules de glycogène qui sont dans votre foie en petites molécules de glucose et elle les relâche dans le sang. Et j'ai parlé que de l'adrénaline, mais il y a d'autres hormones qui sont hyperglycémiantes, comme l'hormone de croissance, le cortisol, qu'on va sécréter quand on prolonge l'exercice intense beaucoup plus longtemps. L'adrénaline, elle est sécrétée dès le début de l'effort. Les autres, ça vient après. Et les autres, ça perdure au moment de la récupération. Donc, ça va protéger aussi un petit peu contre l'hypoglycémie au début de la récupération de l'exercice. Très bien, merci. Bon, on va revenir avec Monsieur Rapp, n'est-ce pas? On a parlé de la technologie, on a parlé de l'activité physique, comment on pouvait gérer. Alors vous, personnellement, comment? Alors j'ai compris, votre profession, vous avez enseigné la natation, donc vous avez été aussi souvent dans un bassin, je suppose. Alors quels sont finalement, pour comprendre un peu l'intérêt que vous y avez trouvé, les bénéfices concrets, d'abord, est-ce que c'est vraiment une part importante de la gestion de votre diabète, l'activité physique? Et quel sport avez-vous fait finalement? Peut-être en dehors de la natation? Alors, j'aimerais dire, comme je le dis souvent, que le sport a été tout pour moi, une façon de vivre et une façon de fonctionner. Donc, j'ai d'abord trouvé un métier avec le sport, donc en étant maître nageur. J'ai trouvé mon épouse parce que j'avais rencontré un volleyeur qui m'a présenté mon épouse, donc le gros lot carrément. Et le sport a surtout permis d'équilibrer mon diabète. Donc, je me souviens parfaitement, quand je faisais de la Nationale 3 au volleyball, je tournais à peu près à 23 unités d'insuline basale. Et donc, je me souviens bien du chiffre parce que c'est le numéro d'un certain joueur de basket qui s'appelle Michael Jordan. Et donc, je suis maintenant à 26, 27. Donc, ça veut dire que lors d'un effort physique permanent ou très régulier, donc il y avait 3 entraînements par semaine et un match le week-end, l'hémoglobine était à la baisse, l'insuline traversait beaucoup mieux les muscles et les cellules et le sucre circulait beaucoup mieux, y compris les déchets, acides lactiques qui s'éliminaient beaucoup plus facilement. Donc j'ai beaucoup apprécié le sport et j'ai fait, avant d'être diabétique, j'ai fait du basket, du handball et du water-polo, donc qui m'a permis de préparer mon diplôme de maître nageur. Et après la découverte de mon diabète, j'ai continué une seule année le water-polo. J'ai fait du volleyball en national 3, puis en régional pendant une douzaine d'années. Et je suis revenu au basket avant de terminer par le basket chez les anciens et le volley chez les anciens. Actuellement, vu l'âge, donc je vais avoir 72 ans l'année prochaine, je fais 1 km de natation par semaine, donc nager comme il faut, et du tir à l'arc olympique, donc du tir à l'arc horizontal. Félicitations, on est admiratif. Alors justement, on a bien compris l'impact positif. Il y a encore quelques anecdotes ou expériences un peu de vécu que vous pourriez partager? Alors j'en ai une qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est quand je présentais l'association à l'hôpital de Dunkerque, c'est d'avoir rencontré un joueur de basketball, donc je joue à ce moment-là au basket, et qui m'a parlé de qui était diabétique de type 1 et qui m'a parlé de son environnement et comment il faisait pour gérer son diabète. Et en fait, comme il faisait 2 entraînements par jour et un match le week-end, il avait un dosage d'insuline minima, il était vraiment très peu d'insuline et aucun régime. Il dit, je brûle mes sucres, je brûle le sucre que j'absorbe en faisant du sport sans arrêt. Et le paradoxe, c'est qu'il avait une entorse sévère, donc il se faisait soigner à l'hôpital. Le paradoxe, c'est qu'il était complètement déséquilibré quand il faisait plus de sport. Il se retrouvait avec des glycémies qu'il ne comprenait pas. Donc j'ai beaucoup d'autres petites anecdotes, en particulier une des miennes. J'étais à 2,99 g, je m'en souviens bien.
Et donc, pour faire baisser ma glycémie, j'ai décidé de courir. Donc, j'ai couru pendant 1 heure, donc sur la plage de Dunkerque. 1 heure, une demi-heure aller, une demi-heure retour. Et au retour, à la fin de mon footing, j'étais à 1 gramme de glycémie. Donc, en 1 heure de sport, j'avais brûlé 2 grammes de glucides. Donc, c'est quand même, ça reste en mémoire. C'est des choses qui restent en mémoire. On a bien compris donc ces bénéfices. Globalement, sur le moyen et le long terme, quels sont les avantages de cette pratique sportive, non seulement sur le plan physique, mais peut-être plus largement sur le plan mental, émotionnel? Alors, le diabète et le sport font souvent bon ménage, mais le gros avantage du sport, c'est ce que ça enseigne. Le sport tout seul. Le sport, ça enseigne qu'on ne gagne jamais tout le temps. On ne gagne que quand on est bon ou meilleur, et on perd de temps en temps. Le fait de perdre, transposé dans la vie, ça veut dire que dans la vie aussi, on ne gagne pas tout le temps. Il y a des moments où on gagne, tant mieux, des moments où on perd. Et ça permet l'apprentissage de la défaite. Comme moi, je déteste la défaite, c'est quelque chose je déteste la défaite, ça m'a permis de lutter de façon favorable avec mon diabète, de me mettre à pied d'égalité, de façon à admettre que le diabète pouvait une fois de temps en temps l'emporter, et le reste du temps, je devais être meilleur que cette maladie, donc au-dessus de cette maladie. Très bien. Alors, on a bien compris. Est-ce que vous auriez aussi, encore une question, merci beaucoup pour ce partage d'expérience, c'est d'une richesse, d'une grande richesse. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil et encouragement pour ces diabétiques de type 1 à faire du sport ? Comment vous faites en pratique quand vous en rencontrez, dans l'association notamment? Qu'est-ce que vous leur dites pour les encourager? Sur le fond, faire du sport, c'est comme respirer ou manger. On doit aimer faire du sport comme on peut aimer manger ou aimer la vie. Il faut absolument comprendre l'intérêt du sport au niveau de ses hémoglobines glyquées. Je dis souvent, j'ai jamais eu de meilleures hémoglobines glyquées que lorsque je faisais du sport très intense. Donc, je suis descendu une fois à 5-8. Donc, c'était vraiment de bons résultats. Et donc, le seul conseil, c'est commencer par faire un sport qu'on aime bien, qu'on ressent bien. Alors, en fonction de l'âge, jusqu'à 40-50 ans, on peut faire des sports relativement intensifs. Après, on fait des sports d'endurance, natation, vélo et course à pied ou marche à pied sur des longues distances. Et on doit, comment dirait-on, ne pas partir sur des 10 heures par semaine. Il faut apprivoiser le sport, comme on apprivoise les choses, comme on apprivoise la nature, comme on apprivoise les choses, et prendre son temps pour accepter la mise en place du sport, accepter, se rendre compte les bienfaits que ça fait au niveau de la santé, et surtout, et ce qui est pratiquement plus fondamental, accepter les relations que ça impose. Je dis souvent que tous les gens que j'ai rencontrés, pas tous les gens, mais tous les amis que je me suis fait, la majorité viennent des relations sportives. Donc ça veut dire que ce monde d'échanges sportifs, on pratique du sport avec des gens qui ont la même passion que nous, et donc on trouve, pas plus facilement, mais on trouve des gens avec qui on devient amis, et ça a pour but quand même de couper l'isolement dans lequel on se trouve quand on est diabétique, un peu à l'écart au niveau de la nourriture, au niveau de la relation, et ça aide beaucoup sur le niveau social, sur le niveau de complémentarité. Très bien. Au-delà du diabète, une belle leçon de vie. Merci pour ces échanges. Comment vivre avec un diabète de type 1, les bienfaits du sport. Et je pense que vous allez continuer à gagner. Vous avez dit que vous étiez un gagneur. Alors, on arrive bientôt au terme de ce live. Néanmoins, Lisa, est-ce qu'il y a encore des questions de la part des internautes pour nos intervenants ? Oui, j'ai une question de Sarah pour le professeur Vanberg. Quels sont les avantages et inconvénients des pompes patch contrairement aux pompes avec cathéter ? Il n'y a pas forcément avantage ou inconvénient. Il y a certains patients qui ne veulent pas avoir un fil à la patte, comme ils le disent. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne veulent pas avoir ce fil parce que la pompe, elle peut s'accrocher un peu n'importe où. Ou bien voilà. Et puis, finalement, la pompe patch, il y a certains d'autres patients qui disent « mais moi, ça m'embête vraiment d'avoir ce système complètement sur la peau ». Donc, je veux dire, il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient. Ça, c'est vraiment le patient qui, en fonction de ce qu'il a, comment il assume les choses. Il y a certains des patients qui ne veulent pas, mais moi, je ne veux pas être complètement avec plein de trucs, plein de choses sur moi. J'ai déjà le capteur, la pompe. Voilà, donc ça, c'est le choix du patient. On ne peut pas dire qu'une pompe soit meilleure qu'une autre. Ça, ce n'est pas vrai. Elles sont toutes équivalentes. C'est juste qu'il y en a une qui est à cathéter et l'autre sans cathéter. C'est clair.
Une autre question, Lisa? Oui, j'ai une question de Laura. Y a-t-il un lien entre le diabète de type 1, les carences en vitamine B12 et les inflammations telles que la polyarthrite rhumatoïde? En fait, on sait que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Et donc, comme toute maladie auto-immune, elle peut être associée à d'autres pathologies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde, les pathologies thyroïdiennes, l'insuffisance surrénalienne. Donc, vous voyez que dans ce cadre-là, le fait d'avoir une maladie auto-immune, on peut en avoir une autre. En ce qui concerne les carences, il n'y a pas de carence particulière dans le diabète de type 1, mais il faut qu'on ait une alimentation équilibrée pour éviter les carences tout confondu, quoi. Merci bien. D'autres questions, Lisa? J'ai une autre question pour Elsa. Pourquoi la période après l'exercice peut-elle être délicate en termes de sucre dans le sang et quelles astuces simples peuvent aider à maintenir un bon équilibre glycémique? Oui, alors c'est vrai que la période de récupération après l'effort, jusqu'à 12 heures après, on va devoir faire un petit peu attention parce que comme je l'expliquais, il y a la sensibilité du récepteur à l'insuline au niveau des muscles qui reste élevée pendant cette période post-effort. On a aussi le foie qui essaye de resynthétiser ses réserves de glycogène, ça veut dire qu'il va prendre pas mal de glucose dans le sang. Et puis, il y a aussi le fait que parfois, après un effort, on peut peut-être moins bien reconnaître un peu ces hypoglycémies. Parce que quand on fait une hypoglycémie, heureusement, il y a des signes d'alerte pour la personne avec un diabète. C'est-à-dire que la glycémie descend et au-delà d'un certain seuil, eh bien, elle va sécréter de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est elle qui fait de la tachycardie, un peu de sueur. Enfin, il y a différents signes qui sont un peu personnels pour chacun, mais il y a des signes et ça permet de se dire « Oula, je suis en hypoglycémie, je pense, je vais contrôler ma glycémie et me resucrer ». Or, il y a des travaux qui montrent que sur la période post-exercice, jusqu'à 12 heures après cet exercice, l'adrénaline est moins bien sécrétée quand la glycémie descend. Donc, il y a moins de signes d'alerte. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller sa glycémie et on a l'atout des capteurs de glucose en continu. Et bien sûr, après, on peut jouer sur les doses d'insuline du dîner, les doses d'insuline post-exercice et aussi sur l'alimentation en prenant plus de glucides, des glucides lents, etc. Très bien. Autre question, Lisa? J'ai une autre question pour le professeur Anne Vanberg. Comment la télémédecine a-t-elle facilité le suivi et la consultation des patients atteints du diabète de type 1, en particulier à la lumière des progrès technologiques récents? La télémédecine, ça nous permet télémédecine et télésurveillance, ça nous permet d'être beaucoup plus disponible pour le patient. Puisque finalement, ça permet d'avoir les données presque en temps réel et de pouvoir répondre plus rapidement aux questions qui sont des questions parfois ou des adaptations qui peuvent être transitoires. Et donc, effectivement, on aimerait encore plus. Le rêve pour moi, par exemple, c'est d'avoir une classe virtuelle où j'aurais la possibilité avec des infirmières d'éducation de pouvoir en direct adapter les doses d'insuline, mais ça, on sait que pour l'instant, ce n'est pas encore possible avec les moyens médicaux et paramédicaux dont on dispose. Encore, peut-être, si on a un peu de temps. Tout à fait. Oui. J'ai une question peut-être pour le professeur Eyman. Est-ce que la pompe facilite la réalisation d'un effort par rapport, justement, quand on réalise plutôt des injections? Qu'est-ce qui est préconisé? Oui, alors ce qui va être facilité, c'est pas pour les exercices juste après un repas, parce que finalement, pour les exercices juste après un repas, qu'on ait une pompe ou qu'on ait des multi-injections, on pourra baisser le bolus ou la dose d'insuline rapide du repas. Par contre, quand on est loin d'un repas, que dans le sang, l'insuline qu'on retrouve dans le sang, c'est surtout celle qu'on appelle la basale, donc soit qui vient d'une injection d'insuline lente quand on est sous multi-injection, donc une seule injection par jour, mais qui va durer 24 heures. Quand on est sous pompe à insuline, il va y avoir un débit de base. Chaque minute, la pompe administre de l'insuline sous la peau. Et donc, c'est quand on est avec une pompe qu'on va pouvoir diminuer son débit de base quand on fait un effort loin d'un repas. Donc, c'est plus simple parce que ça va être un peu compliqué de baisser l'insuline lente si on est sous multi-injection parce qu'on risque de faire des hyperglycémies à d'autres moments de la journée. Donc, c'est plus simple. Effectivement, la pompe donne une flexibilité quand même pour l'activité physique. Très bien, merci, message clair. Une autre question ou je vais vers la conclusion? J'ai une question peut-être pour le professeur Vanberg. Comment les dispositifs de surveillance continue de la glycémie ont-ils évolué récemment et quels impacts ont-ils sur la gestion quotidienne du diabète de type 1?
Comment ils ont évolué? Il y a des alarmes, donc c'est bien. Il y a des alarmes hypo, il y a des alarmes hyper, donc ça c'est quand même très très bien. Et puis au début, on était obligé vraiment de se scanner, hein, alors que là maintenant on n'est plus forcément obligé de se scanner. Le système transmet directement. Les nouveaux systèmes qui vont sortir, on sait très bien que par exemple, encore en période nocturne, parfois il y a des patients, s'ils se couchent sur leur dispositif, on voit parfois apparaître des hypoglycémies qui ne sont pas réellement des hypoglycémies. Donc les nouveaux systèmes vont essayer d'être encore meilleurs, notamment dans les valeurs basses. Donc vous voyez que les choses continuent à évoluer dans les différents axes, notamment quelles que soient les données, quels que soient les systèmes de mesure continue de glucose. Merci beaucoup, Anne. Lisa? Une toute dernière question pour le professeur Eyman. Comment les capteurs de glucose en continu peuvent-ils aider les personnes avec un diabète de type 1 pendant le sport? Et dans quels cas sont-ils particulièrement utiles? Alors, ils sont très utiles parce qu'on va suivre de façon très simple la glycémie, et surtout dans des sports où c'est compliqué de faire une glycémie capillaire. Quand on n'avait que les glycémies avec le petit lecteur de glycémie et qu'on devait se faire une piqûre au doigt, par exemple dans les sports nautiques, en natation, sortir de l'eau, s'essuyer la main, faire sa petite piqûre, avoir une goutte de sang, etc. Les capteurs de glucose, c'est simple, on laisse le lecteur au bord du bassin et puis à chaque longueur, éventuellement, on peut scanner son capteur. Pour les sports aussi comme l'alpinisme, etc., enfin tous ces sports où ça serait dur de faire une glycémie capillaire. Et aussi, bien sûr, les sports où on ne veut pas perdre de temps. Quand on est en compétition de cyclisme, on ne va pas s'arrêter et faire une glycémie capillaire. On lâche une main, on sort son lecteur et on scanne son système. Donc c'est quand même vraiment une révolution pour le sport. En EPS, pour les enfants, ils ne sont pas obligés d'aller s'isoler, faire une glycémie capillaire. Discrètement, s'ils veulent, ils peuvent scanner leur capteur. Très bien, en effet. Très bien, merci. Je crois qu'il me revient le privilège de conclure. Merci aux internautes pour leur présence. Merci aux intervenants, le professeur Elsa Eyman, le professeur Anne Van Berg. Grand merci chaleureusement pour le déplacement de monsieur Rapp, qui est vice-président, je le rappelle, de l'Association française des diabétiques sur la région de Dunkerque. Il nous a précisé qu'il y avait une antenne sur l'île d'ouverte. Voilà. Alors évidemment, remercier nos nombreuses tutelles, l'Université de Lille, l'Unité de formation et de recherche des sciences en santé et en sport, l'INSERM, le CNRS, le CHU de Lille, l'Institut Pasteur de Lille, je crois que je n'ai oublié personne, évidemment les associations, la Fédération française des diabétiques, et il n'y a pas de raison, la Société francophone du diabète. Évidemment, nos partenaires, sans qui on ne pourrait sans doute pas en faire autant, la région des Hauts-de-France, Lille Métropole et la ville de Lille. Voilà, je crois que j'ai oublié personne, c'est toujours très important. Enfin, évidemment, si vous voulez revoir ou si vous avez tout raté, ce live est disponible en replay. Merci une nouvelle fois pour votre attention.